commencer à voyager dans des terres inconnues. Je vous parlerai de choses que je ne connais pas, c'est plus facile par rapport à l'exposé qu'on a eu tout à l'heure de gens qui travaillaient sur le terrain et qui regardaient comment fonctionnait le désert et comment l'irrigation pouvait être une chose complexe. Je vous parlerai du désert iranien, non pas parce que je le connais, je les connais comme tout le monde, mais pour essayer de voir quelle est la place de cet espace dans la géographie iranienne. Et donc de façon un peu provocative et simpliste, j'ai étudié cela donc de mystique et missile pour l'allitération, mais il y a d'autres choses, vous allez le voir. Donc les déserts iraniens ce sont très vides, arides, hostiles, c'est le désert quoi. Mais ce qui est important, alors désolé, je répéterai un certain nombre de choses que j'ai peut-être dit hier dans le premier exposé, mais j'essaierai d'être plus nuancé et plus détaillé aujourd'hui. Le désert, ça couvre environ 50% du territoire iranien, c'est un vide. L'intérêt aujourd'hui, c'est que traditionnellement, il donne du sens donc à ce qui n'est pas le désert, et donc pour pouvoir apprécier les bonnes choses, il faut avoir quelque chose de difficile à côté, c'est un peu le négatif du reste, mais ce qui est important aussi, j'essaierai de le montrer, c'est que ce vide iranien, c'est valable pour l'Iran, mais pour n'importe quel pays qui a un désert, c'est un intérêt stratégique. En effet, en Iran, on parle souvent du jardin persan. Le jardin persan, c'est l'image du paradis, c'est la poésie, ce sont les belles femmes qui vous racontent de belles choses, ou des beaux messieurs qui racontent de belles choses. C'est le vert, la couleur verte, c'est l'harmonie, c'est là où souffle l'esprit, on est tranquille, il fait bon. C'est donc que les déserts iraniens, les jardins persans sont un beau modèle, et je disais l'autre jour, les monastères bénédictins, cisterciens, avec leur cloître au milieu, sont la reproduction exacte du modèle du paradis iranien qui était depuis l'époque achéménide. Les rois avaient construisaient une muraille, au milieu de la muraille il y avait un canal qui arrivait, et au milieu de ces murailles il y avait un jardin idéal avec des animaux, avec toute une vie prospère, et à l'extérieur c'était le désert atroce. Mais on appréciait bien d'avoir ainsi une espèce de petit isolat, un paradis. On se crée un paradis, et maintenant encore dans l'Iran, vous avez des gens dans les lieux les plus populaires, dans les banlieues les plus populaires, c'est une petite maison, ils ont un petit jardin devant, une petite cour, pas un jardin en devant, qui fait 3 mètres sur 4, dans lequel ils ont un petit bassin avec un petit jet d'eau au milieu, et 3 plantes, et pour montrer, c'est mon petit paradis à moi, c'est du carrelage, mais j'ai une petite plante et un petit peu d'eau au milieu. Cette image du paradis est extrêmement importante, parce que le désert, effectivement, c'est le reste. Alors, l'autre aspect de la géographie de l'Iran, c'est un peu général dans le monde, mais en Iran c'est beaucoup plus résumé si vous voulez. Vous avez les hautes montagnes qui sont la source de la neige, de l'eau, de la fraîcheur. Et donc c'est le Yeïla, c'est le territoire du pâturage, c'est le territoire où on va en été, le territoire qui fait bon vivre en été, et une source d'eau, puisque les montagnes arrêtent l'eau qui vient de l'extérieur, la conservent pendant l'hiver et la redistribuent en été. Et donc, la montagne est belle, mais elle est un peu hostile, évidemment, donc on habite dans le Piémont. Et toute la population iranienne, 99% de la population iranienne, vit sur les Piémonts, qui sont effectivement juste au débouché de la vallée. Vous avez là des villes, des gros villages sont installés dans les cônes de déjection, où l'agriculture traditionnelle se met en place. Et donc le Piémont est le deuxième élément de l'écologie iranienne, avec effectivement des zones très habitées. Et en face de cela, le troisième élément, c'est le Kavir, en bas. C'est une topographie très claire. Le désert du Kavir, qui, au nord de l'Iran, occupe donc de vastes territoires qui sont souvent des steppes comme cela, mais qui n'est pas totalement désertiques, avec quelques îlots montagneux au milieu, et des territoires salés, puisque, très logiquement, dans les centres des déserts, au Sahara comme en Iran, l'évaporation fait que le centre est désolé. Et ce ne sont pas des déserts à sable, il y en a, mais ce n'est pas caractéristique alors d'autres déserts du monde, en Asie centrale ou au Sahara, le sable est très important. L'autre désert important en Iran, c'est le dédale des Kadou du Lout. On m'a dit hier que cette photo a impressionné des gens. Effectivement, le désert du Lout, qui est, vous allez voir tout à l'heure dans la localisation, vous avez ici le désert du Lout au sud-ouest, qui est le plus
qui est petit, il fait quand même 300 km sur 100, alors que le Kavir fait 500 km sur 600. Mais le désert du Lut, ici, est le désert le plus épouvantable du monde, en ce sens qu'il est à moins de 300 mètres d'altitude, et vous avez à côté des montagnes qui font 3000 mètres, donc c'est un désert de protection, un désert qui est là parce que l'eau est arrêtée avant. Étant donc dans une zone où, du point de vue géographique, zonal, c'est déjà une zone désertique, prolongement effectivement du Sahara, de l'axe aride qui va de la Mauritanie jusqu'au désert de Tarbes jusqu'à la Mongolie, mais on a un désert à l'abri. Dans cette cuvette, on a eu depuis la fin de l'ère tertiaire des volcans qui ont accumulé des cendres, des dépôts éoliens ou hydriques, mais des dépôts éoliens surtout, qui sont accumulés dans cette cuvette. C'est un trou, et donc toutes grâce au désert, les vents, entre autres, venant de l'ouest, ont passé les montagnes et ont laissé tomber dans ce dépotoir du Lut des couches importantes de terrain, souvent très fragiles, sablonneux, argileux, et qui ont fait donc une immense couche de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur dans le fond du Lut. Et ensuite, dans les époques quaternaires, les différentes glaciations, ce sont les vents venant du nord et du nord-ouest qui ont progressivement découpé cette terre assez légère, finalement, de sable et d'argile, donnant ces dédales, parce que là, on a quelques pitons un peu rocheux, style américain ou Arizona. En fait, ce sont souvent de longues crêtes qui font jusqu'à 10 ou 20 km de long, une cinquantaine de mètres de haut, hein, et ces crêtes ne sont pas des crêtes entre des rivières, entre des bras de cours d'eau, mais dessinées par le vent. Et quelquefois elles s'interrompent et une autre commence à côté. Et donc il n'y a aucune logique topographique, on est habitué à avoir un haut et un bas, et la rivière coule. Là, pas du tout. Parce qu'en plus, il y a eu des vents du nord qui ont coupé, et des vents de l'ouest également, donc c'est un dédale absolument impénétrable. Et étant à moins de 300 mètres de profondeur, on a là le record du monde de température. 73 degrés ont été recensés. 73 degrés. Donc c'est le désert le plus absolu, d'autant plus que depuis le début de l'ère quaternaire, et depuis la fin du tertiaire, le climat était tellement épouvantable là qu'aucun microbe n'a osé s'y aventurer. Pas de microbes, pas de bactéries, aucune espèce animale, végétale ou quoi que ce soit dans ces terrains-là. C'est totalement azoïque. C'est vraiment le désert le plus absolu du monde. Et aujourd'hui, il peut pleuvoir de temps en temps comme partout, mais les terres que vous avez là sont totalement dans une autre planète. C'est l'enfer absolu. Je vous le disais rapidement l'autre jour, Jean Drèche, dont le géographe fameux, a eu un grand programme du CNRS pour étudier le Lut dans les années 60. Donc, il y a eu plusieurs expéditions d'anthropologues, de géologues, d'historiens, d'archéologues, de géographes, pour étudier le Lut avec les collègues iraniens. Et Drèche donc avait obtenu de pouvoir traverser le Lut à pied pour voir ce qui se passait, un géographe de l'est sur le terrain, et donc aidé en cela par des hélicoptères de l'armée iranienne, à l'époque des pas de GPS, pour pouvoir se repérer. Et tous les jours, l'armée survolait le campement, ils étaient à pied, et ils portaient tout sur le dos parce qu'il n'y a pas de dromadaire en Iran. Et puis il n'y a pas de quoi les ravitailler, donc ils sont allés à pied intégralement. Et l'hélicoptère leur apportait un peu de temps en temps. Les faisaient repérer, et ils ont pu ainsi traverser le Lut. Et Drèche m'avait raconté, je l'ai rencontré 2 fois dans ma précédente carrière, quand j'étais petit, me disant c'est impressionnant le soir, il n'y a pas de moustiques, il n'y a rien. On était le premier être vivant à venir là depuis le début du quaternaire. C'était quand même assez fier d'être le premier être vivant rentrant là depuis le quaternaire. Et je vous le disais, il avait rencontré sur les marges une voiture, parce qu'effectivement, ces caloutes ne sont pas connus des microbes, mais sont connus des trafiquants de drogue qui, venant du Pakistan, d'Afghanistan, depuis une cinquantaine d'années, ont trouvé les chemins maintenant bien repérés pour traverser ces zones-là où la gendarmerie ne s'aventure pas. Et c'est un excellent endroit. Si vous achetez de l'héroïne pas cher, allez là. Et je vous déconseille quand même, c'est dangereux, c'est l'enfer. Donc, on a un désert en Iran, mais un désert qui est un désert privé. C'est pas comme le Sahara qui est un désert ouvert à tout le monde. Non. Un désert qui est entouré de montagnes, avec le Zagros à l'ouest, ici. Le Zagros à l'ouest. Avec le Zagros donc à l'ouest, avec des sommets qui dépassent 4000 mètres. Au nord, l'Alborz qui dépasse les 5000 mètres. Et à l'est,
des montagnes du Khorasan qui sont certes moins élevées et qui font que le désert iranien est enfermé. C'est le désert privé, c'est le désert des Iraniens, il est à nous, il est à moi, et donc il est intégré dans l'Okoumène, dans la façon de voir le territoire, de concevoir la nation. Et la nation iranienne est organisée effectivement autour de ces déserts qui sont vides, mais qui sont au centre, donc ils ont une réalité très intéressante. Donc ce désert, en même temps, il est un désert parfaitement doréique. Vous voyez que ici, les différents bassins versants de la Caspienne, de la Mésopotamie, de l'Afghanistan ou bien de l'Irak sont rien à côté du cœur de l'Iran, où toutes les eaux iraniennes de ces montagnes coulent vers le désert central. Et donc vous avez ainsi des dépôts détritiques, du tertiaire jusqu'au quaternaire, qui ont comblé cette immense cuvette des déserts iraniens entièrement doriques. Donc, toutes ces eaux sont là, avec évidemment, au milieu, une précipitation extrêmement faible, inférieure à 100 mm, comme sont tous les déserts du monde par définition. Et donc, on a ces déserts vraiment désertiques, entourés de zones très largement humides, et vous voyez la carte de la végétation en Iran. On a donc des badlands, des zones salées, des sapras, des rocailles, des dunes. C'est un vrai désert au milieu qui est ici, vous le voyez bien du point de vue de la couverture végétale, qui s'oppose très clairement à ce qui est en rouge, c'est les zones irriguées, en bleu, en vert, les zones forestières. Il reste encore des chênes dans les agros. Donc vous avez là le désert privé des Iraniens. Du point de vue de la population, c'est la même chose. Voici une carte que j'ai pu avoir de la densité de population par canton. En Iran, tout est interdit, mais on peut tout trouver. Et donc, une clé USB est très intéressant. Et quand vous allez voir des collègues du ministère de l'Agriculture ou de l'Aménagement, ils vous donnent le recensement intégral de l'Iran agricole par canton, 2500 cantons. Ce n'est pas publié, mais ce n'est pas interdit, donc vous l'avez, et après on peut faire des cartes avec. Donc, on a là ainsi une répartition de la population où on constate effectivement que ici au centre, ceux qui ont moins de 1 habitant au kilomètre carré, ce sont des zones du désert. Ce sont aussi des zones qui sont sans intérêt. Alors qu'on a vu sur l'Algérie ou d'autres pays, les déserts sont une zone de ressources, il y a des élevages et du nomadisme, il y a des oasis importants. Dans le cas iranien, il y a eu des petits villages qui sont implantés ici et là, mais fondamentalement pas d'agriculture du désert, pas d'oasis important. Il n'y a pas Palmyre, si vous voulez. Il y a certes la ville de Tabas, par exemple, ou de Yaz, mais aucun rapport avec ce qu'a été Palmyre dans le désert syrien, par exemple. Donc, on a ainsi, dans le cœur, que vous voyez, j'ai mis en vert, par contraste évidemment et par provocation, montrant des régions qui sont désertiques, et où effectivement, la plupart des établissements humains ne sont que de tout petits villages de 5 ou 10 familles qui exploitent un petit ranat, on va le voir dans un instant, et une source. Ce qui est important, effectivement, la vie dans cette région-là n'est possible que grâce aux canals. Les canals, c'est le mot français canal vient de là, ce sont des canalisations souterraines qui permettent de draguer, de drainer la nappe phréatique en amont, où elle est peu profonde, et ainsi, par une pente très très douce, l'amener le plus loin possible vers le désert, alors que la nappe phréatique, elle, logiquement, s'enfonce très profondément. Alors plutôt dans le désert de creuser un puits de 300 mètres pour trouver de l'eau, ce qui n'est pas possible, on va creuser en amont, et les canaux iraniens sont maintenant au patrimoine mondial de l'humanité. 40% de l'Iran a été irrigué par des canaux dans les années 1960 encore, et aujourd'hui, 20% de l'Iran est irrigué par cette technique parfaitement écologique, puisque ça ne prend que l'eau qui existe, pas de l'eau qu'on va pomper dans les nappes souterraines. Mais pour faire cela, il fallait effectivement un système social très dur, qui permet, parce que ça coûte énormément cher, de creuser sous la terre, pour des dizaines de kilomètres de long. Les canaux iraniens font jusqu'à 20, 30 et 40 kilomètres de long. La plupart maintenant ne font que 5 ou 6 kilomètres. Imaginez quand même creuser 5 ou 6 kilomètres de galerie sous la terre, comme vous le voyez ici, avec une pente qu'on doit calculer la plus faible possible pour arriver dans le village. Et pour évacuer les déblais, tous les 50 mètres, 100 mètres, il y a un puits d'aération qui permet d'évacuer les déblais. Les principaux puits en amont ont jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et ça date de plusieurs centaines d'années, de plusieurs siècles, et certains de millénaires, dit-on. Vous imaginez, il y a 1000 ans, 2000 ans, des hommes creusant à plusieurs niveaux pour arriver à 300 mètres sous terre et remonter le sel, le sable,
la terre jusqu'au-dessus, et ainsi creuser. C'est un budget énorme qui supposait un système féodal très puissant, qui n'existe plus, d'où l'abandon des Ganates, qui effectivement coûte trop cher, pas tellement en argent, mais en investissement social pour gérer une chose pareille. Donc, ceci on le trouve sur les piémonts, mais également dans le désert, dès qu'il y a une petite pente, une petite montagne, il y a de l'eau pas trop en profondeur, et dans cette petite eau, pas des millions de mètres cubes, juste de quoi alimenter une petite famille ou un petit village. Cette eau est utilisée sur un canal qui va faire que 5 ou 6 km de long, mais quelquefois 500 ou 600 mètres, pas plus, et on draine l'eau, on a à la sortie de Ranat un peu d'eau, ce qui permet ainsi d'irriguer une oasis de quelques maisons, ou plus ou moins importantes. Mais il n'y a pas en Iran de grandes oasis. Il y a quelques-unes, celle de Tabas, et la seule qui soit vraiment importante au centre du pays. Par contre, beaucoup de petits hameaux abandonnés aujourd'hui. Et donc, le désert iranien est celui des tapis. Parce que l'agriculture qui est là permet de vivre, mais pas assez pour manger. Le tapis iranien étant la production d'exportation la plus prestigieuse depuis la plus haute antiquité. Les rois de France avaient des tapis, les rois d'Allemagne avaient des tapis persans, et donc c'est une valeur considérable. Donc les femmes, les hommes travaillaient l'agriculture, les femmes faisaient des tapis, et ces tapis vendus au niveau international procuraient aux familles des paysans des oasis un complément de revenus, même l'essentiel de leurs revenus. C'est ainsi les tapis de Naïm, de Kop, de Kachan, d'ailleurs, sont les plus importants du monde. Autour de ce désert iranien, il y a beaucoup de petites villes, non pas dans le désert, on dit souvent que c'est les villes du désert, oui, elles sont aux portes du désert, là où le Ranat arrive en fin de course, le plus loin possible, et qui permettait ainsi aux caravanes de traverser l'Iran, non pas en traversant les déserts au milieu, mais en faisant le tour là où il y a encore de l'eau. Et donc, de tous les 20 ou 30 km, il y a une petite ville au débouché d'une vallée lointaine, mais de Qanat important, où il y a une petite ville installée depuis l'Antiquité. Et où on a aujourd'hui de très belles mosquées construites à l'époque timouride essentiellement, ou même seldjoukide du XIe siècle, de très belles mosquées qui sont maintenant un peu en ruine, des monuments historiques, et des villes traditionnelles avec des toits en coupole, comme vous le voyez ici à Zavaré. Et ces petites villes sont un peu, on dit c'est des villes du désert, oui, c'est les villes du Piémont, c'est la frontière du désert, mais c'est un élément important. Et Yazd, qui est au plein centre du désert, la seule grande ville du désert iranien, est effectivement un joyau qui logiquement a été détruit au bulldozer pour moderniser la ville comme il se doit, mais il reste encore quelques beaux restes dans cette ville un peu magique, avec la capitale des Ranat en Iran. Le centre de l'Iran, c'est aussi le centre des persanophones. Voici la carte des langues parlées en Iran, avec en bleu ici le persan qui est la langue nationale, mais il y a en Iran plusieurs langues iraniennes, les langues par exemple de la Caspienne sont iraniennes, le Lorestan, les Kurdes sont des langues iraniennes, les Balouches des langues iraniennes, mais sont des langues différentes, un peu comme l'italien, l'espagnol et le français en Europe. Mais le persan est au centre. Et donc les déserts, certes il n'y a personne, mais ils sont persanophones. Et autour du désert, les villes qui sont là sont persanophones. C'est le cœur du pays, le vrai cœur du pays politique, culturel, historique. Autour, vous avez des populations qui ne sont pas personnes, sont iraniennes, mais pas personophones. Ce n'est pas le cœur du centre du pays. Ce qui donne au désert où il n'y a rien, d'être le centre de quelque chose où il n'y a rien, mais c'est le centre de la culture persane. Ce n'est pas rien. Le mythe du jardin persan. Autrement dit, le désert abuse de son pouvoir, en quelque sorte, abuse de sa superficie, pour dire je suis vraiment le centre. Et donc, si je m'approche du centre, si je m'approche du désert, si je suis dans cette petite ville du désert, je suis proche du cœur, du centre de l'iranité, de la persanité, de la culture persane, la vraie culture persane, n'est-ce pas? Pas celle des périphéries, pas celle des montagnes qui protègent le trésor iranien qui est au centre. Les montagnes, c'est bien beau, mais c'est des sauvages, des barbares, ils vont lutter contre les voisins, les Turcs, les Arabes qui arrivent, ou les Indiens qui vont l'embêter. Ils défendent le cœur du pays, le cœur de l'Iran, et au milieu du cœur, il y a l'Iran. Je vous ai montré cette photo hier. Voici le vote pour Ahmadinejad. Ahmadinejad qui est le type même de l'homme du désert, un homme modeste. Son père était forgeron, lui-même a été étudiant à l'époque du Shah, il est ingénieur, il est arrivé par le bas, il est devenu président de la République, c'est quelqu'un de modeste, il vantait la modestie. Qui a voté pour lui? Les gens du désert, qui disent celui-là, il est de chez nous. C'est pas de ces intellectuels formés en Palestine ou ailleurs, non, non, c'est quelqu'un de chez nous. Le centre du désert, ce sont aussi, effectivement, les gens qui ont pu s'y réfugier. Quand les armées arabes et l'islam arrivent en Iran, par le sud, par Shiraz, ils poursuivent les princes
iraniens sassanides, et où vont se réfugier les princes sassanides, au cœur du désert. On dit que c'est là que la dernière princesse iranienne, a épousé l'imam Hossein, qui était mythologiquement un des vainqueurs de l'Iran. Dans ce cœur du désert, dans un petit village perdu au centre du désert près de Yazd. Et donc le désert, c'est aussi le refuge, bien qu'en général, dans l'histoire de l'Iran, les déserts a moins été le refuge que les montagnes, et l'Alborz notamment, avec la vallée des Assassins, comme on dit, l'Amdiachichi, qui étaient contre les Mongols les lieux de résistance à l'invasion mongole. Mais le désert, c'est la pureté, c'est le symbole d'autre chose, et Tchakchakou, près de Yazd, est un... je disais, jadis, quand je l'ai visité, il y a des siècles, il y avait juste un petit mausolée, une petite source, et voir dans le désert une petite source, un hôtel du feu qui brûlait sans arrêt, c'était un peu magique. Maintenant, c'est un lieu de pèlerinage, un peu galvaudé, mais enfin, allez là, ça vaut la peine, c'est un lieu où souffle l'esprit. Le désert, c'est aussi le symbole pour les militants politiques aujourd'hui de dire « retrouvons la vérité de l'Iran ». Ali Shariati, qui est un des fondateurs de la révolution iranienne, intellectuel de gauche, si vous voulez, musulman, disait comment associer tradition iranienne, islam et vie du XXIe siècle. Et les grands travaux de Shariati, qui était de Mashhad, son livre s'appelait Kafir. Kafir pour montrer que c'est là finalement qu'on va retrouver les vraies valeurs du pays, révolutionnaires, qui vont rejeter toutes les scories du monde extérieur. On va pouvoir ainsi retrouver la dynamique qui va faire de l'Iran un bon pays iranien, musulman et moderne. Et c'est le désert qui paradoxalement permet cela, parce que dans le désert il peut y avoir un peu d'eau, avec beaucoup de travail, qui fait pousser quelque chose de vert couleur de l'islam, et on peut faire un jardin persan au milieu de l'Iran, au milieu du désert. Et c'est d'autant plus valorisant que c'est dans le désert que c'est difficile. Donc l'austérité du désert est importante. Ce désert n'a pas été traversé par des grandes routes, c'est pas le Sahara. Il n'y a pas de nomadisme transsaharien, transkavirique. Donc les nomades iraniens, ils font en général sur la montagne et la plaine, ils font 150 km de distance. Mais les caravanes faisaient le tour de l'Iran. Voici les points marquent les caravansérails qui ont été étudiés en noir et ceux qui n'ont pas encore été explorés par un collègue allemand qui a fait cette carte dans les années 60. Les grandes caravanes aussi, cela dit, traversaient le désert entre le Lout ici et le Kavir. Il y avait là un passage passant par Yazd vers Mashhad. On n'a donc pas une voie de grande caravane, mais aujourd'hui, même aujourd'hui, la fréquentation du désert est faible. Vous voyez les routes actuelles. Il y a cette route effectivement de Yazd à Tabas, qui est aujourd'hui celle du chemin de fer, le chemin de fer moderne, qui a été construit comme il se doit par les Chinois, mais le budget a été en particulier détourné, donc ils n'ont pas mis de signalisation, ce qui a retardé la mise en route du train, et qui a permis un bel accident il y a quelques années, 30 morts il y a 3 ans, parce que deux trains sont mis face à face, parce qu'ils n'ont pas prévu qu'il n'y avait pas de téléphone. Et les conducteurs n'avaient pas de téléphone portable, ça ne passe pas, il n'y a pas de relais. Donc, le désert iranien n'est pas un désert de passage. Mais le désert iranien est important pour les militaires. Un désert, c'est un endroit vaste. On peut faire des essais de chars d'assaut, on peut tirer au canon, on peut lancer des missiles, on peut faire beaucoup de choses dans le désert. On sait que le désert du Negev pour Israël est important, non pas pour le désert du Negev qui s'en fiche, c'est un endroit où l'armée israélienne peut s'entraîner du point de vue des missiles, du point de vue des chars d'assaut. Israël est de tout petit pays. Et les Australiens ont proposé aux Israéliens de faire des essais nucléaires. Bref, avoir un désert, finalement, aujourd'hui, c'est pas mal parce qu'on en a besoin pour des essais originaux. Les Américains, on le savait très bien, c'est pour ça qu'ils ont construit à l'époque du Shah des aérodromes sur des routes en plein désert pour pouvoir, en cas de besoin, contre les Russes, puisque le problème c'est l'attaque soviétique, en cas de besoin, se replier dans le désert pour avoir des bases aériennes et pouvoir construire des camps loin des villes, étant assez tranquilles, pour pouvoir combattre les Russes. Et ils ont donc utilisé ces aéroports pour libérer les otages américains en 1980, mais ils se sont retrouvés évidemment pris parce que, comme vous le savez, le désert est désert, mais il y a toujours du monde dans le désert. Et résultat, les militaires américains avec leurs gros avions se sont retrouvés avec des autobus qui venaient de Yazd, qui allaient vers Tabas. C'est l'autobus de 9h, tout le monde sait très bien en Iran que l'autobus part à 6h du matin, il arrive vers 9h à Tabas, donc à 8h30, il passe là. Tout le monde le sait, sauf la CIA, qui ne savait pas ça. Il n'avait pas prévu l'horaire de l'autobus. C'est le désert, c'est le désert. Résultat, c'est une catastrophe parce qu'ils ont dû gérer 300
où 150 personnes de l'autobus, alors qu'il devait être, le commando devait partir vers Téhéran. Bref, c'était une catastrophe militaire, une défaite, une victoire américaine, une victoire iranienne et une défaite américaine. Le désert, c'est aussi donc un espace vide et parfait pour les missiles. Pour les missiles, et surtout, ça permet à l'Iran, l'Iran est le seul pays, après Anvers et Londres, à avoir été victime de bombardements par des missiles dans l'histoire. Les missiles irakiens tombant, les vieux Scud tombant sur Téhéran, plus de 1200 Scud sont tombés sur Téhéran. Les Iraniens n'avaient en stock que 150 missiles qui sont envoyés sur Bagdad, et 150 missiles contre 1800, ça ne faisait pas le poids. Donc aujourd'hui, les Iraniens et les militaires iraniens sont traumatisés par le fait qu'ils ont été mis en difficulté par des missiles. Et donc immédiatement, les ingénieurs iraniens ont commencé dès le début de la guerre à développer les missiles. Il y a très, très bons ingénieurs en Iran. Donc très rapidement, ils ont fait de la production de missiles, plus que du nucléaire, on va le voir, une nécessité nationale. Faire un char d'assaut, c'est compliqué. Faire un missile, c'est relativement simple, avec la technologie moderne en particulier. Et donc, les Iraniens ont développé tous les missiles de courte portée à longue portée, drone aujourd'hui, et c'est une nécessité d'indépendance nationale. Pour tester cela, il faut un désert, parce qu'un missile peut se casser la figure, on ne va pas le faire ça en pleine ville. Donc d'avoir un désert avec 500 km de capacité de droite à gauche, ça permet à un missile de 100 km de tomber, de faire des essais militaires. Mais l'Iran est aussi un pays qui s'est lancé dans les fusées spatiales. Et l'Iran, en 2009, a envoyé un satellite sur orbite, un Sputnik 7, mais combien de pays au monde sont capables de mettre sur orbite un satellite? Et aujourd'hui, l'Iran devient un des acteurs, avec l'aide russe actuellement, pour faire des fusées capables de mettre en orbite des satellites. Et l'Iran envisage pour l'avenir d'être effectivement une des bases de lancement. Si les Russes ont des problèmes au Kazakhstan et Baïkonour, dans quelques années, l'Iran pourrait dire ben, on a la possibilité d'installer chez nous la base d'Imam Khomeini près de Semnan est là, on a commencé à envoyer des missiles, et vous avez ainsi une base internationale de missiles, de fusées, une base spatiale qui peut être mise en place. C'est un élément très important, et vous trouvez ça sur Google Earth facilement. Le nucléaire. Quand les Iraniens, les Français ont eu quelques problèmes avec l'Algérie en 1962, un des gros éléments des accords d'Éviat a été de faire les essais nucléaires français à Reagan, continuer à les faire. Et pendant 2 ans, les Français ont pu encore faire des essais à Reagan. Mais c'était fini. Le Shah d'Iran a dit à De Gaulle à ce moment-là, pas de problème, Monsieur le Président, venez en Iran, faites exploser vos bombes chez moi, il n'y a pas aucun problème pour ça, on pourra s'entendre. Ça ne s'est pas fait, la France est allée ensuite en Polynésie de ce côté-là, mais l'Iran proposait de faire exploser les bombes françaises dans le clavier iranien. Actuellement, le nucléaire n'est pas désertique en Iran. Il est installé à Natanz, Bakom, en bordure du désert comme partout en Iran, c'est le Piémont, hein, mais il n'y a rien de désertique dans le clandestin du programme iranien. Seules quelques bases, quelques mines d'uranium sont là par hasard, mais la principale étant ici, n'a aucun rapport avec le clavier. Autrement dit, quand on voit des discours sur les bases secrètes iraniennes dans le fin fond du désert, isolées, qui permettent d'avoir une bombe atomique qui tombera dans 15 jours sur Paris ou sur Tel Aviv, ça fait partie du mythe du désert iranien, qui est absolument extraordinaire, surtout pour ceux qui ne le connaissent pas. Dernier élément important de ce désert iranien, on pourra en discuter dans un instant, c'est pour ça que j'essaie de résumer mon exposé à une petite demi-heure, le désert est quand même assez beau. Et il y a dans le désert, même certains, dans l'axe de caravane qui va de Yazd à Damas et Machhad au cœur du désert, mais sur la périphérie du désert, il y a des caravansérails remarquables. En effet, les caravanes, quand elles passaient dans les zones très peuplées. Ça faisait beaucoup de dégâts à l'époque. C'était des centaines de chameaux qui passaient. Et donc, avec du monde, ça avait des activités économiques, mais ça perturbait beaucoup de choses. Et donc, les caravansérails étaient en général un peu à l'écart. Ils étaient à 1 ou 2 kilomètres vers le désert par rapport aux zones habitées, aux zones agricoles, pour ne pas faire de dégâts. Et ainsi, au XIVe siècle, au XVIe siècle, quand l'Iran s'est stabilisé après les invasions mongoles qui ont ravagé l'Iran, Tamerlan a ravagé le pays avant de le rendre prospère, sur l'époque safavide, à l'époque de Shah Abbas, quand Ispahan devient capitale, la paix revient et Shah Abbas construit des caravansérails de 40 km, 30 km à 40 km tout le long du pays. Et donc vous avez en Iran des caravansérails safavides
du XVIe siècle, XVIIe siècle, qui ont été rénovés par la suite ou complétés, et qui sont absolument extraordinaires, des endroits où il n'y a rien. Et vous voyez donc ces caravansérails entourés de murailles, parce qu'il y avait encore des bandits, des pillards, avec au milieu des cours intérieures qui permettaient de parquer les chameaux et les dromadaires, et autour les résidences. Et ces lieux étaient là des centres commerciaux importants, où venaient les paysans ou les artisans de la petite ville qui était à côté, à 10 km, venaient là rencontrer des marchands et centres d'échange importants. Et aujourd'hui, ces caravansérails sont transformés en hôtels de luxe, en hôtels parce qu'ils appartiennent à l'État. L'État, vous savez, le privé en Iran, ce sont des choses un peu fluctuantes. Et donc, quand vous êtes bien placé au niveau de l'État, vous pouvez assez facilement acheter un caravansérail pour l'intérêt du peuple et l'avenir de l'islam, évidemment. Donc, les caravansérails ont été achetés ou pris en charge par des entreprises privées de tourisme qui, dans les années après l'accord sur le nucléaire en 2015, ont afflué très nombreux en Iran. Et donc, ces caravansérails magnifiques, qui ne sont pas à 50 € la nuit, ni à 100 €, mais à 200 € la nuit, alors qu'en Iran, à 15 € vous avez des hôtels magnifiques, mais des hôtels de luxe qui auraient dû permettre à des clientèles aisées de venir en Iran. Donc, si vous êtes dans le pays, fréquentez ces caravansérails, ils sont quand même tout à fait intéressants, et les prix ont beaucoup baissé. Enfin, ces déserts iraniens sont donc un luxe, parce que, finalement, dans nos sociétés qui sont hyper densifiées, vous voyez le Bangladesh, vous voyez les inondations au Pakistan, avec une population énorme confrontée à des risques écologiques majeurs. La densité de population, on est très nombreux dans cette salle, mais comme tout à l'heure, ça va vide, ça va pas mal, quoi. La société, c'est bien, le vide est important. Et donc, de pouvoir, dans cette terre surpeuplée de 10 milliards d'habitants, avoir un endroit où il n'y a pas grand monde, ça fait du bien. Ça fait du bien pour les militaires qui peuvent effectivement se donner des exercices favoris. Ça fait du bien aussi pour celui qui sert d'une vie stressante, de se retrouver là, tranquille, à marcher 10 km, à ne voir personne, à respirer. Et cet appel un peu mystique du désert iranien, qui est le désert a toujours été un territoire pour les mystiques. Il y a eu une conférence ce matin à la cathédrale sur le désert dans la Bible. C'est banal dans toutes les religions. On se retire au désert pour réfléchir. Et aujourd'hui, le touriste occidental cherche aussi quelquefois le mythe des déserts de Foucault ou de ces gens qui sont partis dans le désert dans toutes les traditions pour en fait trouver un vrai désert. Où aller aujourd'hui? Le pire des déserts, le désert du Lout, vous attend. Il n'y a rien de pire, c'est-à-dire que vous trouverez vraiment le désert du désert du désert. Et donc aujourd'hui, les tours opérateurs vont dans le désert du Lout et vous avez donc un honorable Iranien venant de Téhéran, bien pollué, qui a fait un billet, et il va dans les caloutes du Lout. Les caloutes, c'est le nom de ces barres, vous voyez, de sédimentaires, remarquables. Et là, vous avez un caravansérail un peu à côté. Pas beaucoup de caravansérails dans le Lout, parce que le Lout était en dehors, c'était la frontière de Baloutchistan. Et donc, le Lout était une barrière entre les Baloutches, qui ne sont pas forcément des gens toujours très pacifiques, et les Persans, qui, eux, sont des gens intellectuels, très raffinés, etc. Donc, le Lout faisait une barrière naturelle. Mais vous avez là le moyen d'avoir un accès à un vrai désert, où on pouvait enfin rencontrer les dieux s'ils existent, et surtout s'ils veulent aller là, parce que j'ai téléphoné à Dieu, il me dit non, je ne vais pas dans le Kalout, c'est vraiment infréquentable. Donc, on a là, je crois, en Iran, dans ce désert qui fait partie de l'ocumène iranien, entre la montagne, le piémont magnifique et irrigué, et le désert, il y a cette complémentarité qui fait le nationalisme iranien. Les Iraniens disent on a besoin de rien. On a l'eau des montagnes, on a le piémont et le jardin, le désert qui nous montre un peu ce qu'il faut faire. Et donc finalement, on est très bien chez nous, on n'a pas besoin d'extérieur. Et cette idée géographique de l'unité iranienne autour du désert est très utilisée par tous les souverains iraniens ou tous les gouvernements iraniens jusqu'à aujourd'hui pour dire nous sommes ici, chez nous, sur notre plateau iranien, 1000 mètres d'altitude, entouré de montagnes, et le désert est un peu notre cœur vide peut-être, mais c'est chez nous. Et donc, on a là ainsi un système qui permet à l'Iran de fonctionner ou de fonctionner sur ces mythes, une mythologie qui est peut-être fausse, mais la mythologie, ça sert à quelquefois souder des choses qui ne sont pas soudables. Enfin, je voudrais penser à ma collègue et amie Fariba Delka, qui est en prison à Evin depuis 2 ans maintenant, pour avoir simplement fait le travail que je peux faire. Je suis moi-même interdit de séjour comme tous les chercheurs. C'est un problème,
parce que tout est coupé maintenant avec l'Iran, on ne reçoit plus de collègues iraniens, ni de programme de collaboration ont été arrêtés, bien évidemment. Je n'irai pas faire une conférence sur Téhéran, alors que ma collègue est à 500 mètres de moi, en prison. C'est moralement inacceptable. Et donc, il y a ce genre de problème. Mais cela dit, pour plaisanter, la prison d'Evin est assez confortable et chauffée, en principe, alors que nous, on va se cailler ici, en Iran. Salut Fariba, je chauffe bien en prison. Merci.